Nous sommes dimanche 5 mai 2024, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Le vice-président Tiemoko Meliakone représente le chef de l'État à Banjul à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de coopération islamique, une session qui offre une nouvelle occasion pour les leaders réunis d'examiner les défis présents et de définir les orientations futures du monde islamique et de l'OCI. Lagnebi Tiassa témoigne sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement qu'il a impulsées dans la région. Les populations sont sorties en grand nombre pour cette célébration hier samedi, célébration qui s'est faite en présence du Premier ministre. Robert Mambébegré a indiqué que le chef de l'État compte faire davantage pour cette région. Et puis nous sommes le 5 mai, c'est la journée internationale de la sage-femme. Les sages-femmes, ces héroïnes de millions d'histoires en tant que prestataires de soins adaptés aux différences culturelles, leaders dans leur communauté et secouristes en temps de crise. Elles sont courageuses et indispensables. Incursion dans leur quotidien avec Sephora Zegui, c'est à suivre dans une quinzaine de minutes. La paix étant un préalable à tout développement, le gouvernement et les syndicats de la fonction publique de Côte d'Ivoire avaient signé en 2017, puis en 2022, des accords en vue d'une trêve sociale d'une durée de 5 ans chacune, afin d'instaurer et de maintenir un climat de paix sociale durable dans le pays. À travers ces accords, le gouvernement s'était engagé à satisfaire les revendications syndicales. Les organisations syndicales, elles, en retour, se sont engagés à observer une trêve sociale et à privilégier la voie du dialogue en vue de favoriser la mobilisation des ressources nécessaires au financement de leurs doléances et revendications. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quels sont les acquis de la trêve sociale? Pour en parler, j'ai invité le directeur général de la fonction publique sur le plateau du magazine du dimanche et Nina Gafol Soro a accepté de venir se prêter à l'exercice. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Hamza Diaby. Alors, en ce moment, on vit véritablement un vrai climat de paix sociale. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, depuis la signature de cette trêve, comme vous l'avez rappelé, toutes les parties se sont engagées dans un nouveau paradigme du dialogue social qui consiste donc à mettre les problèmes sur la table, à en discuter et à en trouver de manière consensuelle des réponses et des modalités de mise en œuvre. Donc voilà un peu le nouveau paradigme dans lequel... Tout va bien? Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On va en parler longuement tout à l'heure, dans un quart d'heure, monsieur le directeur général. C'est entendu. Tout d'abord, en bref et en images, le vice-président de la République est à Banjul, en Gambie, depuis vendredi où il représente le chef de l'État à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de coopération islamique. Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Voilà le thème de cette 15e session qui offre une nouvelle occasion pour les leaders réunis d'examiner les défis présents et de définir les orientations futures du monde islamique et de l'OCI en vue de renforcer la coopération et la solidarité entre États membres de l'organisation dont la Côte d'Ivoire, bien entendu, fait partie justement depuis près d'un quart de siècle. On va écouter Tiemoko Meliakone. Nous allons renforcer le rapprochement entre les peuples de l'Oumma islamique et œuvrer pour réaliser les objectifs que nous partageons tous. Dans ce contexte, il est essentiel de trouver une solution au conflit qui dure depuis des décennies en Palestine. Et la récente guerre menée à Gaza doit cesser pour trouver une solution à cette problématique qui dure depuis 75 ans. Le fléau que vit la population palestinienne est aussi une souffrance dont nous ressentons l'impact au niveau de la Oumma islamique. Il est ainsi essentiel de redoubler d'efforts pour arriver à une solution pacifique, mettre un terme à cette agression à l'encontre du peuple palestinien et œuvrer pour une paix durable. Vous avez plutôt entendu Adama Barrow, le président guinéen. Vous êtes plus de 55 000 personnes qui êtes venues témoigner votre gratitude à l'endroit du président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du bien-être des populations. Robert Mambébegré a prononcé ces mots hier à la cérémonie d'hommage au chef de l'État, cérémonie organisée par
tout l'Agnébitiassa. Mahama Traoré était sur place pour RTI1. Il vous raconte l'événement comme si vous y étiez. Ce samedi, la Domania s'est emparée de Agboville. Pagnes et t-shirts à l'effigie du président Alassane Ouattara. Des milliers de personnes venues des 4 départements déferlent sur le chef-lieu de région de l'Agnébitiassa. Un seul point de rassemblement, la place Henri Konan Bédié d'Agboville, où il fallait négocier chaque mètre carré pour s'offrir un siège ou même s'arrêter. Motif d'un tel engouement, une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, à laquelle est venu prendre part le Premier ministre Robert Mambé-Begré, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. L'Agnébitiassa se veut reconnaissante au chef de l'État en raison des nombreuses actions de développement réalisées dans cette région depuis qu'il est au pouvoir. Routes, écoles, électrification, adduction en eau potable, l'ensemble des investissements se chiffre à plus de 283 milliards de francs CFA, sans compter la promotion des cadres de la région parmi lesquels l'actuel ministre de la Santé, Pierre Ngou-Demba. L'Agnébitiassa dit vivre une nouvelle ère. Quand nous faisons l'inventaire et jetons un regard sur les années arrière, ici dans l'Agnébitiassa, nous mangeons le goudron, nous mangeons les ponts, nous mangeons les châteaux d'eau, nous apprécions fortement les désenclavements de nos localités, nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement, d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et faire reculer la pauvreté dans l'Agnébitiassa. Tout comme le fit le président Félix Houphouët-Boigny, il faut relever que c'est à la gloire de la Côte d'Ivoire, à sa force et à sa vaillance que toute l'âme et le destin du président Alassane Ouattara se consacrent. Oui, je voudrais dire haut et fort, au nom de toute la population de l'Agnébitiassa, président Alassane Ouattara, Nasser. Co-parrain de cet événement, les présidents des 2 chambres du Parlement ivoirien, Adama Bictogo et Kandia Camara, représentés pour l'occasion par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Tous deux invitent les populations de l'Agnébitiassa à consolider ce lien avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le désespoir est parti de l'Agnébitiassa. Aujourd'hui, les populations ici, vous démontrez que vous vivez dans l'espoir. Madame la présidente du Sénat vous demande de maintenir cette flamme, la flamme du vivre ensemble, la flamme de la cohésion nationale, afin de bien préparer 2025 pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais livrée aux mains des théoriciens qui parlent sans jamais apporter de solution aux problèmes des populations. Il est de ceux qui ont parlé et qui ont fait. Le président Alassane Ouattara demeure, au-delà d'être la boussole de l'Agnébie, il demeure l'homme des espérances. Il demeure l'homme de l'espoir. Il est pour nous, aujourd'hui, dans l'Agnébie, comme il a été hier, il le sera demain. Pour nous, non seulement la boussole, mais ce général qui conduit son armée, l'armée de l'Agnébie, vers le développement, parce qu'il existe pour nous, pour le développement. Remerciant les populations de l'Agnébitiassa pour cette mobilisation de grande envergure, le Premier ministre annonce un avenir prometteur pour cette région. La Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez aujourd'hui, est respectée dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Par exemple, le train urbain qui va desservir l'axe nord-sud à Abidjan va arriver dans sa phase finale à Thomassé. Cela veut dire qu'on peut être à Agboville ici, quitter Agboville à 6 h du matin et à 6 h 30, vous êtes à Thomassé. Et à Thomassé, vous pourrez prendre le train urbain. En moins de 30 minutes, vous êtes au port autonome d'Abidjan. C'est un grand changement qui se dessine. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres projets qui concernent les jeunes, qui concernent les femmes, qui concernent les doyens, qui vont donner un autre visage à cette belle région qui est à l'Agnébitiassa.
Donc il m'a demandé de vous rassurer, parce qu'il est déterminé à offrir à cette grande région tous les projets qui vont faire de cette grande région une région extraordinaire. Le pacte entre l'Agnebi-Tiassa et Alassane Ouattara semble scellé. Les populations promettent de le démontrer à la faveur des échéances électorales de 2025. Un reportage de Mahama Traoré et Lamine Dramé. Nos reporters ont ensuite recueilli les réactions de quelques participants à cette cérémonie d'hommage. Tour d'horizon de ces réactions. La reconnaissance paye. Et je pense que ce que nous avons démontré aujourd'hui aux yeux de tout le monde entier, qu'aujourd'hui l'Agnebi-Tiassa est plus que jamais lié avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara ou rien dans l'Agnebi-Tiassa. Toute cette mobilisation, plus de 60 000 personnes, et sachez que pour nous, la seule personne qui compte, c'est Alassane Ouattara en 2025, ou rien. Félicitations au président, félicitations au président. Nous sommes vraiment heureux quand on voit la transformation de l'Agnebi. On ne peut qu'être heureux et dire merci au président de la République. Mais nous sommes d'autant heureux que le Premier ministre, après avoir écouté, après avoir vu ce qui s'est passé, nous annonce des projets d'envergure. Nous sommes très heureux pour l'avenir du peuple de l'Agnebi-Tiassa. Je suis plus que satisfaite. Voilà, j'ai foi à l'avenir. Je suis sûre que de grandes choses vont encore pousser dans cette région et que ce n'est que le début du commencement. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour ces grands projets, et que la région voit vraiment un développement colossal. Nous sommes très heureux. Nous sommes prêts à soutenir les actions du président de la République. Et on quitte l'Agnebi-Tiassa, on met le cap sur New York. La Côte d'Ivoire y a pris part cette semaine à la 57e session de la Commission de la population et du développement. C'était au siège des Nations Unies et au nom de la ministre de l'économie, du plan et du développement, le directeur général de l'Office national de la population a mis en lumière les réformes et les actions mises en œuvre en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Direction New York aux États-Unis avec Ami Sissoko. La 57e session de la Commission de la population et du développement au siège des Nations Unies à Manhattan, à New York, a refermé ses portes vendredi 3 mai. Au cours de cette session débutée le 29 avril, les pays membres des Nations Unies ont fait le point des engagements pris il y a 30 ans au Caire en Égypte pour l'épanouissement de la population et le développement. La Côte d'Ivoire y a exposé ses réformes, stratégies et actions dans le cadre du programme d'action du Caire, conformément à la vision définie par le chef de l'État Alassane Ouattara. Des initiatives qui, selon le directeur général de l'Office national de la population, ont permis à notre pays de multiplier son produit intérieur brut par près de 9 et de tripler son revenu moyen par habitant. Ces dernières années, malgré une conjoncture peu favorable liée à la pandémie de la Covid-19 et la persistance de la crise russo-ukrainienne, l'économie ivoirienne a su se montrer résiliente et a enregistré une croissance positive de 2% en 2020 et 7,2% en 2023. Alors que l'économie mondiale et celle de l'Afrique au sud du Sahara ont connu une baisse de leur produit intérieur brut sur cette même période. La Côte d'Ivoire a réaffirmé à cette tribune son engagement à poursuivre ses actions de développement en vue d'un bien-être toujours plus croissant de la population. La Côte d'Ivoire poursuit rigoureusement la mise en œuvre d'un ensemble de réformes, de stratégies et politiques publiques dans un dispositif cohérent de planification à court, moyen et long terme, adossé à la vision Côte d'Ivoire 2030 et à 3 générations de plans nationaux de développement, 2 générations de politiques nationales de la jeunesse et enfin un accélérateur dénommé Programme Jeunesse du gouvernement qui va être déroulé sur 2023-2025 d'un montant de plus de 1800 millions de dollars. Au terme de cette 57e session, un rapport a été adopté. Il souligne entre autres l'importance de l'évaluation de la mise en œuvre de ce programme d'action et sa contribution à l'agenda 2030 pour le développement durable, essentiel pour orienter les efforts mondiaux. Cette évaluation vise à promouvoir la santé, les droits en matière de population, l'égalité des sexes et le développement durable. Une résolution sera proposée.
On rentre en Côte d'Ivoire, on se met en route pour Abengourou dans l'Indénié du Hablin. Sur place, l'actualité, c'est la sensibilisation des transporteurs à la prudence sur les routes. Une campagne initiée cette semaine par la Direction régionale des transports en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Voici la correspondance d'Herman Niamier. En face des transporteurs et des responsables des syndicats de transport en commun d'Abengourou, des agents de la Direction régionale des transports et des agents des forces de défense et de sécurité. Nous sommes à la 16e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, une semaine au cours de laquelle la Direction régionale des transports multiplie les rencontres avec les transporteurs pour les exhorter à plus de responsabilités au volant. Nous avons un objectif à atteindre d'ici 2025, réduire les accidents de la circulation de moitié. C'est-à-dire de 1500 tués en 2019-2020, nous voulons passer à moins de 750 tués en 2025. Nous comptons sur vous pour atteindre cet objectif. Selon les statistiques, pour l'année 2023, 488 accidents de circulation ont été enregistrés dans le seul département d'Abengourou. Et pour ce premier trimestre 2024, 94 accidents de circulation, dont 5 morts ont déjà été enregistrés. De quoi inquiéter les autorités qui demandent aux automobilistes plus de prudence sur les routes. Nous sommes à la 16e édition et les statistiques ne sont pas à la baisse. Je voudrais vous encourager à respecter le code de la route. Pour les usagers de moto, les engins à 2 roues, je voudrais vous demander de porter obligatoirement les casques. Après la rencontre avec les transporteurs, l'équipe de la Direction régionale des transports et les forces de l'ordre se sont déportées sur le terrain pour poursuivre la sensibilisation. C'est le ministère des Transports. Nous sommes là ce matin pour vous sensibiliser, surtout pour les conducteurs de 4 roues et plus. Vous devez nécessairement porter la ceinture de sécurité. En tout cas, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, il y a trop d'accidents, sincèrement. Par le manque de port de ceinture, on a beaucoup de difficultés. Il y a d'autres même qui arrivent à mettre les enfants devant. Bon, vraiment, tout ça, c'est pas normal. Je trouve que c'est une bonne chose. Nous apprécions cela. Depuis que ça a commencé, on est toujours avec eux pour sensibiliser nos jeunes frères. Pour leur dire que rouler sans pièces, ce n'est pas bon. Un véhicule doit avoir tous ses papiers. Le conducteur doit avoir son permis de conduite. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 qui vise à réduire de moitié le nombre de tués sur les routes ivoiriennes. La caravane de l'entrepreneuriat continue sa marche. Cette initiative de la Fondation Keidan est à sa 7e édition et la caravane a fait une halte dans les villes de Mans et Touba pour présenter les opportunités d'affaires aux jeunes de ces localités. D'où le thème de l'édition 2024. Je fais le choix de l'entrepreneuriat pour développer ma région. De retour de Mans, le compte-rendu de Grace Kanto. La Fondation Keidan a pour mission de contribuer au processus de développement de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À l'occasion de la 7e édition de la caravane de l'entrepreneur, la Fondation était dans les régions de Mans et de Touba pour sensibiliser les jeunes sur les différentes opportunités. J'ai retenu que d'abord, il s'agit de quelque chose de mental. Il faut d'abord penser à ça. Là, tu as le courage de réaliser. Les jeunes ont compris qu'il est primordial pour eux d'entreprendre. On leur a donné des idées de projets qu'ils pourront exploiter par la suite pour entreprendre. Et nous avons eu le partage d'expériences des fils et des filles de Touba et de Mans. Et à Mans, nous avons eu une exposition d'artisans. Nous avons vu des boubous, des chaussures, des colliers, des bijoux. Et les étudiants de Mans ont pu voir que l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans la théorie, ils ont pu toucher les produits de ces artisans. La 7e édition de la caravane de l'entrepreneur vise, entre autres, à échanger avec les étudiants sur l'écosystème et les règles qui encadrent la vie entrepreneuriale. On en vient maintenant à cette remise de matériel de bureau destiné à une trentaine de communes côtières. Cela dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest-africain engagé aux côtés des communes des régions côtières soumises aux aléas de l'érosion des sols. D'autres précisions avec Franck Quadio et Kineboa Jacob.
Du matériel de bureautique comprenant imprimantes, ordinateurs et diverses commodités. Le tout remis à 29 municipalités membres du réseau national des maires des communes du littoral, RECOLSI, par le programme de gestion du littoral ouest africain, WACA. Loin d'être une action accessoire, l'initiative est une réponse aux besoins de renforcement des capacités multiformes des collectivités confrontées à la dégradation de leurs façades maritimes et lagunaires du fait des effets de l'érosion côtière. C'est par ailleurs le cadre institué par le directeur de cabinet adjoint représentant le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Notons que le réseau national des maires de la zone côtière a été mis en place en décembre 2021. C'est une plateforme de partage d'expériences et de lobbying sur les enjeux de développement économique liés à la protection de l'espace littoral et marin. Je vous le disais au sommaire, ce dimanche, l'on célèbre la journée internationale de la sage-femme. Les sages-femmes sont les héroïnes de millions d'histoires en tant que prestataires de soins adaptés aux différences culturelles, leaders dans leur communauté, secouristes en temps de crise. Elles sont courageuses et indispensables. Les sages-femmes, une solution vitale pour le climat. C'est le thème de la journée internationale de la sage-femme cette année. Et Sephora Zegui s'est intéressée à ces femmes couteau suisse qui, pendant de nombreux mois, aident d'autres femmes à donner la vie dans les bonnes conditions. Reportage. Elles sont actrices de premier plan pour la santé des femmes. Les sages-femmes qui font partie intégrante de la médecine depuis des siècles sont les dispensatrices de soins de première ligne et les piliers du couple mère-enfant. En effet, elles assistent les femmes enceintes tout au long de la grossesse et jusqu'à l'accouchement en leur fournissant des soins prénatals et postnatals ainsi que des services de planification familiale et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Lors des situations d'urgence, les sages-femmes peuvent aussi assurer les soins obstétricaux d'urgence de base. La Côte d'Ivoire compte environ 6 000 sages-femmes qui travaillent au quotidien à assister la femme enceinte en lui garantissant des soins de qualité. Le pays enregistre 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce 5 mai, elles sont au centre de toutes les attentions. C'est en 1990 au Japon, lors du congrès de la Confédération internationale des sages-femmes, que la Journée internationale des sages-femmes a été instituée. Elle a lieu pour la première fois le 5 mai 1991. Chaque année, le 5 mai doit être une opportunité pour exprimer la solidarité existante entre les sages-femmes et les femmes dans le monde entier et pour sensibiliser la société au thème de la santé reproductive. On vient de le voir, la sage-femme assure donc le suivi médical de la future mère et du fœtus, prépare le couple à l'accouchement et à la parentalité, fait appel, si besoin, à des médecins, des psychologues ou des travailleurs sociaux. Nos reporters Jean-Yves Zadi et Charles Tatou de RTI et Boaké ont pénétré l'univers des sages-femmes pour en savoir davantage sur leur quotidien. Ces femmes sont reconnaissables dans leur blouse rose dans les différents hôpitaux et maternités. Elles, ce sont des sages-femmes qui, dans leur profession, effectuent de nombreuses tâches, notamment des consultations, des accouchements et prodiguent aussi des sages conseils à des jeunes filles en âge de procréer. On a à l'aide des réseaux sociaux. On ne peut pas nier ce fait que souvent, quand une est passée à l'hôpital, elle a eu une mauvaise expérience, donc elle va se mettre sur les réseaux sociaux pour en parler. Dernièrement, on a eu une vidéo d'une dame qui disait qu'elle avait été maltraitée en salle d'accouchement. Vraiment, ça m'a choquée parce que je me suis dit, bon, actuellement là, parler d'une sage-femme encore qui reçoit mal ou bien qui prend mal une femme en salle d'accouchement, vraiment, ça ne devait plus exister. Nous souhaiterons vraiment avoir des lucarnes comme celle-ci pour pouvoir essayer de laver un peu l'image de la sage-femme. La sage-femme a longtemps été critiquée, vilipendée. Aujourd'hui, les sages-femmes ont amélioré leur comportement vis-à-vis des patientes. Aider à donner la vie dans de bonnes conditions et en bonne santé, mettre le sourire au visage des mères. Telles sont les missions de ces femmes. Quand la femme rentre en salle d'accouchement, elle est un peu stressée. Parce que dès on se dit, l'accouchement, tu es entre la vie et la mort. Et lorsque tu reçois cette dame, que tu lui remontes le moral, tu l'aides à vraiment accoucher, c'est vraiment une grande satisfaction. En Côte d'Ivoire, ces femmes sont fédérées au sein de l'Association des sages-femmes ivoiriennes.
en vue d'assurer la formation continue de ses membres. Depuis que la section de Boaké a été installée, nous allons de maternité en maternité à la demande des sages-femmes, là où il y a besoin de formation, et nous faisons les formations. Nous appelons aussi les juristes pour qu'on nous forme sur nos droits et nos devoirs. Et on touche pratiquement à tous les aspects de la vie quotidienne pour que les sages-femmes soient vraiment une sage-femme accomplie. Le monde entier célèbre la journée internationale de la sage-femme autour du thème « Les sages-femmes, une solution vitale pour le climat ». Et toujours dans le domaine de la santé, on va se rendre à Gagnoa, dans le Gord. Et sur place, l'ONG Divine Quiétude pour tous vient d'offrir des centaines de kits complets de dialyse aux patients du centre régional de la ville. Et depuis Gagnoa, le témoignage d'Abou Sanogo et Abou Soro. Unique centre de dialyse qui couvre les régions du Gord, du Lodjibois, de la Nawa, de San Pedro, de Beké, pour plus de 15 000 patients potentiels. Le centre régional de Gagnoa gère aujourd'hui 80 patients de l'insuffisance rénale. Mais qu'est-ce que l'insuffisance rénale et comment la soigne-t-on? L'insuffisance rénale se définit comme étant des reins qui ne fonctionnent pas bien. Les reins, c'est les deux organes situés de part et d'autre des dernières côtes et qui ont pour rôle essentiel de filtrer, de nettoyer et de purifier notre organisme. Et lorsque ces reins ne fonctionnent pas bien, on parle donc d'insuffisance rénale. L'une des thérapies, c'est bien sûr la dialyse. Devant le déficit en kit de dialyse, la présidente de l'ONG Divine Quiétude pour tous, Gueissou Ozoa Esther, a indiqué que les 500 kits constituent la contribution de son organisation. C'est notre contribution pour lutter ensemble contre cette maladie rénale. Ce tueur silencieux qui fait finalement peur parce que coûteux. Au vu des difficultés à couvrir les besoins du centre, le parrain Zadizaki Michel, conseiller au district autonome, a fait des propositions relayées aussi par le sous-préfet de Daïpakéi, Tanokwa. Que vous puissiez parler au conseil régional pour que la subvention qui était antérieurement à 4 millions, diminuée à 2 millions l'an dernier, puisse être rehaussée pour vraiment soulager la majorité des malades. Le centre a un besoin actuellement de 14 700 000. Donc, il doit communiquer là-dessus pour que le centre soit pris en compte dans les priorités du conseil régional. Le kit se compose d'un ensemble d'éléments, dont le plus important est un rein artificiel qui se présente sous forme d'un cylindre. Ouvert en 2008 avec 3 patients, le centre a débuté son fonctionnement effectif en 2015. Et selon les chiffres de 2024, le centre régional de dialyse de Gagnoa reçoit environ 80 patients par semaine, avec 13 générateurs, dont seulement 6 sont fonctionnels. Voilà pour le chapitre santé de cette édition. L'actualité internationale nous conduit au Togo où le parti du président Faure Gnassingbé emporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives de lundi 29 avril. Sur 113, un total de 108 sièges de députés reviennent au parti présidentiel UNIR, l'Union pour la République. C'est la commission électorale togolaise qui l'a annoncé hier soir. Le taux de participation a été de 61% selon la CENI. C'est une victoire qui pourrait permettre au chef de l'État de rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants, selon laquelle le Togo bascule d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le pouvoir présidera donc entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel est automatiquement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas donc de Faure Gnassingbé, président d'UNIR. L'opposition et les organisations de la société civile dénoncent un coup d'État institutionnel. Voilà qui nous emmène directement au magazine du dimanche. Notre invité, Ninaga Folsoro, directeur général de la fonction publique, nous a rejoint en plateau. Merci encore, monsieur le directeur général. On va, avant de démarrer donc notre entretien, on va suivre un élément vidéo sur les acquis de la trêve sociale. Il est signé Grace Kando, notre spécialiste de la question. Gouvernement et syndicats se sont engagés dans un nouveau paradigme basé sur le dialogue social en vue d'améliorer les conditions salariales des fonctionnaires et agents de l'État. 2 ans après, les organisations syndicales ayant paraphé ces accords se prononcent. Dans l'ancien système, on avait 2 types de transport.
le fonctionnaire à l'intérieur du pays avait 5 000 francs, pendant que ceux d'Abidjan avaient 7 000 francs. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 000. Donc c'est une augmentation substantielle. L'allocation familiale était à 2 500 depuis 1961. Nous sommes à 7 500 aujourd'hui par enfant. Ensuite, l'institution de la prime exceptionnelle de fin d'année qui n'avait jamais existé, qui est issue de notre demande d'un 13e mois de salaire. Donc ces acquis-là, forcément, agissent sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Des affirmations de la Confédération, plateforme nationale des travailleurs, soutenue par la centrale syndicale Humanisme. Nous avons obtenu en 2022, de la part du président de la République, la signature d'un décret qui instaure dans l'ensemble des ministères de Côte d'Ivoire des comités sectoriels de dialogue social. Mais il faut surtout savoir que depuis la signature, les effets financiers pour consolider la protection sociale des travailleurs de la fonction publique, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 800 milliards déjà injectés, les effets dès la signature, sur 1135 milliards. Des efforts consentis par le gouvernement. C'est pourquoi le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration invite les fonctionnaires et agents de l'État à jouer leur partition, s'approprier les principales avancées. Monsieur le directeur général, à les entendre, les responsables syndicaux, la trêve sociale porte fruit. Mais pourquoi une trêve sociale à votre niveau? Pourquoi l'avoir mise en marche? Bien, merci beaucoup, monsieur Hamza Diaby. Je voudrais d'abord remercier la direction de la RTI, au nom de Madame le ministre d'État Anne Désirou Loto, pour l'occasion que vous nous offrez de parler encore une fois de la trêve sociale, qui est un ciment, et c'est pour répondre à votre question, un ciment pour le développement. Un ciment pour entraîner ce que nous appelons un écosystème favorable pour permettre à l'économie du pays de produire les résultats attendus par tous les citoyens. La trêve sociale vise à s'accorder entre les différents acteurs autour de thématiques, autour de problématiques, en vue de discuter des problèmes qui sont connus ou des problèmes à venir, afin que cela se fasse dans un cadre apaisé, un cadre consensuel, pour qu'ensemble, les acteurs puissent trouver les pistes de solutions. Voici un peu pourquoi on fait une trêve sociale. Mais ils sont éviter les crises. Ils sont nombreux, monsieur le directeur général. D'aucuns pensent que c'est une stratégie pour retirer le droit de grève aux syndicats. C'est une mauvaise compréhension de la trêve. La trêve n'a pas pour objectif et n'a jamais eu pour objectif d'empêcher un syndicaliste ou un syndicat d'aller à la grève. Je rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel, qui est donc un droit inscrit dans notre Constitution, qui est un droit qui est repris par le statut général. Donc on ne peut pas annihiler ce droit par le mécanisme d'un protocole d'accord, fût-il un protocole d'accord sur la trêve sociale. L'objectif de la trêve sociale, c'est d'amener tous les acteurs autour d'une table, de manière responsable. Et tous les acteurs qui sont là, les 8 signataires, plus le gouvernement, sont des acteurs responsables, qui n'ont jamais mis dans la balance l'idée de renoncer au droit de grève. Ça n'a jamais été un objectif de la trêve sociale, et les organisations syndicales qui ont librement adhéré à cette démarche du dialogue social le savent pertinemment. La première trêve sociale que nous avons eue de 2017 à 2022 s'est déroulée à la suite d'une grève dure, grève assez dure. Il y avait de la tension. Oui, et donc les résultats obtenus à l'issue de cette grève et puis les résultats que nous avons obtenus à partir de la deuxième trêve sociale, et même le disent, c'est sans commune mesure. Donc on peut effectivement obtenir beaucoup de choses par la discussion dans un cadre apaisé, plutôt que d'aller à la grève qui entraîne une crise, une tension. Et justement, vous l'avez évoqué, c'est en 2017 que la première trêve a démarré, 2017-2022. Quels en ont été les résultats? Qu'est-ce que les fonctionnaires ont gagné effectivement pendant ces 5 premières années? Mais comme je l'ai dit, c'était une trêve qui est venue à la suite d'une situation de crise. Donc la crise était portée par des revendications des organisations syndicales, notamment la réforme du système de pension géré par l'IPS SEGRAE, les questions d'intégration à la fonction publique de 1800 agents journaliers, de la revalorisation, la bonification indiciaire des grilles, de ceux qui n'avaient pas de grilles particulières. C'était les avantages qui étaient payés à moitié aussi. Ce qu'on appelle le stock des arriérés. Voilà, puisqu'il y a eu des avantages qui ont été accordés de 2009 jusqu'en 2011,
mais à payer à 50% d'abord, ensuite 75% avant d'être payé à 100%. Donc le reliquat faisait partie donc des revendications. Voici globalement ce que les organisations syndicales avaient mis sur la table, et c'est ce qui a été finalement acté pour la première trêve sociale. Et la deuxième trêve arrive. Quels sont les bénéfices majeurs de cette La deuxième trêve, elle, comme je l'ai dit, elle s'est construite dans un cadre plus apaisé. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on approchait de la fin de la première trêve, tous les acteurs se sont retrouvés dans une démarche responsable, participative, pour faire l'évaluation d'abord de cette première trêve. Il est bien important de savoir d'où on est parti et où est-ce qu'on en est. Et lorsqu'ils en sont arrivés à la conclusion que la première trêve a bien marché, ils se sont dit, bon, ça veut dire qu'on peut effectivement bâtir un dialogue social productif. Et on n'a pas besoin donc d'attendre une crise pour aller à la grève, pour entraîner des blocages avant de discuter. Et c'est dans cette dynamique que les discussions ont commencé autour donc d'une plateforme revendicative des syndicats. Et il y a eu un tri, une organisation par nature de revendications. Certaines relèvent de secteurs précis, donc ont été adressés aux ministres sectoriels, et d'autres ont un caractère, on va dire, transversal. Et c'est autour de ces revendications d'ordre transversal que les discussions directes ont eu lieu entre les 8 signataires, organisations syndicales, et le gouvernement. Et globalement, il y a 2 catégories de situations. Il y a ce qui est en rapport avec les aspects financiers, et il y a les revendications qui avaient un ordre administratif et législatif. Tout ce qui est financier. Qu'est-ce qu'ils ont gagné là encore? Tout ce qui est financier, c'est ce qu'on connaît déjà, hein, oui. L'indemnité de transport, hein, qui a été revalorisée pour tous les fonctionnaires un peu partout. Aujourd'hui, l'indemnité part de 10 000 à 20 000 selon la localité. On a vu l'allocation familiale qui est passée de 2 500 à 7 500 par enfant, dans la limite de 6 enfants. On a eu la généralisation de l'indemnité contributive au logement, qui n'était pas payée à tout le monde, mais qui est payée aujourd'hui à tous les fonctionnaires, et sa révalorisation de 20 000 francs. Et enfin, la prime exceptionnelle de fin d'année, qui est dite prime ado, payée donc en début d'année. Et jusqu'au 10 du mois de janvier. Le 10 du mois de janvier à tous les fonctionnaires, et c'est un tiers du salaire indiciaire de base du fonctionnaire. Ça, ce sont les aspects. Et ça fait déjà 2 fois que ça a été perçu par. Oui, la prime ado a été payée janvier 2023 et janvier 2024, donc conformément donc au calendrier prévu. Alors l'autre volet, ce sont les réformes d'ordre administratif et législatif. Du point de vue administratif, c'était la réactivation et l'opérationnalisation du comité consultatif de la fonction publique. C'est un comité qui existe dans le statut général de la fonction publique, mais qui était un peu en léthargie, qui ne fonctionnait pas, alors que ce comité a pour mission et pour rôle d'adresser les questions qui touchent l'ensemble des fonctionnaires. Et donc ce comité va être réactivé et il va pouvoir adresser les autres questions, parce que ça aussi, il faut le signaler. La trêve, l'accord n'a pas pour but d'épuiser toutes les questions. C'est cela. Voilà. Donc les autres questions pourront être analysées dans ce cadre-là. Et il y a évidemment le statut général, qui était une grosse attente des organisations syndicales et qui vient d'être promulgué par le président de la République le 23 novembre 2023. D'accord, vous avez fait beaucoup pour eux, mais ça ne les a pas empêchés, les fonctionnaires, d'égrener d'autres problèmes. Le chapelet de problèmes a été égrené à la fête du travail, le 1er mai dernier. Il y a des solutions sont en vue pour tout cela aussi. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tantôt. Certaines personnes pensent que le fait d'avoir un accord portant trêve sociale épuise la question des problèmes. Non, l'esprit même de la trêve sociale, c'est on est d'accord que les problèmes existent et que de nouveaux problèmes peuvent advenir. Et donc, à partir de cet instant, on se met d'accord sur comment on prend en compte ces questions. C'est ça. Voilà. Alors, c'est vraiment ça le principe. Monsieur le directeur général, ils ont 2 points essentiels, et sur lesquels ils souhaitent une avancée. C'est sur l'indice référentiel de base et la réforme de l'imposition sur les salaires, sur le traitement et les salaires. D'accord. Donc, sur ces 2 questions, il faut dire que l'indice référentiel de base, j'ai parlé tout à l'heure du comité consultatif de la fonction publique. Donc, cette question est inscrite à l'ordre du jour de ce comité. Donc c'est dans ce cadre-là que ça va être discuté. S'agissant par contre de la réforme du système d'imposition qui devait consacrer la suppression de la contribution nationale, cela a été fait. Les récriminations des organisations syndicales aujourd'hui, c'est par rapport à la démarche qui a abouti à la suppression de la contribution nationale.
Sinon, effectivement, le ministère en charge du budget a mis en place et a opérationnalisé un nouveau système d'imposition qui a supprimé l'impôt général sur le revenu et la contribution nationale, les deux étant remplacés par l'impôt sur le traitement et les salaires. Donc, en principe, dans l'esprit, on y est, puisque c'est ce qui était demandé, une réforme de l'imposition qui devrait aboutir à la suppression de la contribution nationale. Il y en a qui ont l'impression qu'il y a eu juste un remplacement. Oui. Ils ont demandé une suppression, pas de le remplacer par un autre type d'impôt. C'est pour ça que je dis que là, il y a comme un problème de... Un quiproquo, voilà, un malentendu. Un malentendu, mais je pense qu'il y a un comité de suivi de la trêve sociale qui existe, qui est présidé donc par le Premier ministre. Ouais. À cette occasion, les partis auront l'occasion d'aplanir les incompréhensions sur ce point précis de la réforme du système d'imposition. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il n'ait pas été associé à cela, à cette prise de décision pour ce nouveau type d'impôt qui crée un peu le problème? Alors, c'est ce que les organisations syndicales avancent comme étant un élément de... Vous avez déjà commencé à vous asseoir, discuter, dialoguer, oui. Et finalement, vous ne les avez pas approchés avant de prendre cette décision? Non, ça a été fait. Je veux dire, je pense que, comme je l'ai dit, il y a une incompréhension. Sinon, dans la démarche, puisque j'ai eu la chance de participer aux négociations, le ministère en charge du budget a fait une présentation sur ce nouveau système d'imposition. Ce qu'eux, ils ne considèrent pas comme une concertation. Exactement. Donc, c'est pour cela que je dis c'est une incompréhension. Et donc, à partir du moment où on est dans la dynamique du dialogue social qui veut qu'on se parle, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas autour de cette question et qu'ensemble, on ait la même compréhension de la réforme qui a été entreprise par le ministère en charge du budget. D'accord. Avec ces réformes, les fonctionnaires, agents de l'État se frottent un peu les mains, même s'ils ont encore beaucoup à demander au gouvernement. Mais quid des travailleurs du privé, monsieur le directeur général? Alors, c'est vrai que le protocole portant trêve sociale travaille sur la question du secteur public, comme vous pouvez le constater. Mais le président de la République, le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, c'est le père de la famille, de la famille. Des travailleurs. Et donc de tous les travailleurs, et donc que ce soit du secteur privé ou du secteur public, il est le père. Et à partir de cet instant, il ne peut pas oublier une partie de ses fils. Et c'est pour cela que dans le même temps, beaucoup de choses se font pour le secteur privé. Donc vous avez pu constater par exemple la question du SMIC, qui a été revalorisé de 60 000 à 75 000 francs, et les négociations qui continuent sur les questions de minima catégoriels, cela rentre également dans cet esprit. C'est vrai que pour le secteur privé, la discussion voit émerger un troisième acteur, qui est donc le patronat dans sa diversité, puisque le patronat comporte les grands patrons, donc les patrons des grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, les toutes petites entreprises, donc qui n'ont pas les mêmes capacités de réaction face aux changements, face aux réformes qui sont envisagées. Donc la réforme est un peu plus lente dans le secteur privé. Mais la discussion se poursuit. Mais la discussion se poursuit dans la même dynamique d'avoir un environnement social apaisé. On va revenir aux fonctionnaires. Bien entendu, vous êtes le directeur général de la fonction publique. Et à côté des mesures pécuniaires qui, somme toute, sont très appréciées, le statut général de la fonction publique est aussi un résultat de cette trêve sociale. Tout à fait. Dites-nous en un mot, le statut général. C'était un point d'accord, effectivement, contenu dans le protocole portant trêve sociale. Et ce point ne pourrait pas être immédiatement opérationnel, étant donné que c'est une loi. Il a fallu donc traverser le travail législatif, notamment les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cela a été fait et en novembre 2023, comme je l'ai dit, le président de la République a promulgué la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique, qui comporte des évolutions notables pour les fonctionnaires. Tous les droits anciens sont maintenus. C'est très important. Donc, il y a des acquis qui sont donc reconduits et il y a un renforcement des droits avec la création de droits nouveaux. Alors, je vais citer comme ça pour illustrer le droit, par exemple, à la formation, qui n'existait pas dans le statut de 1992, c'est-à-dire l'ancien. Et aujourd'hui, avec le nouveau statut, tous les fonctionnaires ont droit à la formation tout au long de leur carrière, ce qui impose une obligation pour l'État, pour l'administration, d'organiser des actions de formation. À côté de cela, vous avez des droits sociaux qui ont été touchés. Quand je parle de droits sociaux, ce sont des droits qui accompagnent le fonctionnaire dans la réalisation de son activité au quotidien, notamment le congé de paternité. Jusqu'à présent, la femme, on connaît le congé de maternité. Et il va durer combien de temps le congé de paternité? On n'a pas encore les décrets d'application. Qui ne sont pas encore Qui sont en cours.
sont en cours, mais qui ne sont pas encore signés. Qui vont déterminer. Ce sont les décrets d'application qui viendront déterminer. Mais il y a des projets qui sont déjà là. Oui, les projets sont en cours. Ça, c'est un fait. Et le travail gouvernemental déterminera l'horizon auquel on aura effectivement ces décrets. Allez-y, on va terminer avec 2 autres éléments majeurs de ce statut général de la fonction. On a le congé, j'ai dit le congé paternité, donc un congé parental qui concerne le cas où on a des enfants malades, c'est-à-dire le fonctionnaire qui a des enfants malades, il peut se mettre en congé pour s'occuper de son enfant malade. On a la visite médicale annuelle obligatoire à la charge de l'État. Ça aussi, c'est nouveau. Et c'est des choses qui n'existaient pas dans le statut de 92 et qui viennent aujourd'hui au secours de la situation du fonctionnaire qui peut donc effectivement consacrer l'ensemble de son activité sans être trop préoccupé par les questions donc sociales qui peuvent advenir au cours donc de sa carrière. Le statut donc général de la fonction publique, on attend les décrets d'application. C'est pour bientôt? C'est pour bientôt, puisque les textes, les avant-projets sont disponibles. Tous les acteurs ont déjà eu à participer à des ateliers pour les valider et il faut les consolider, les transmettre au gouvernement pour leur adoption, leur signature par le président de la République. Et il faut rappeler, c'est depuis novembre 2023 que cela a été promulgué par le chef de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Hamza Diaby. Je voudrais, peut-être en guise de conclusion, inviter les acteurs signataires et ceux qui ne sont pas signataires, mais qui profitent tous de cet accord portant trêve sociale. L'ambition de tout le monde, c'est de participer ou d'avoir une part du gâteau de la croissance. Mais on ne peut pas avoir de gâteau à partager s'il n'y a pas de croissance. L'accord portant trêve sociale est un élément pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un écosystème institutionnel, administratif et social apaisé pour pouvoir obtenir non seulement un gâteau, mais un gâteau de grande dimension pour que chacun puisse avoir sa part et profiter de ce bonheur que tout le monde veut en Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est l'appel à adhérer à cette démarche, à cette nouvelle vision du dialogue social qui est au soutien du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro, Ninaga Fall Soro, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais rappeler que vous êtes venu nous instruire sur les acquis de la trêve sociale. Merci encore de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs. Bon dimanche et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Donc, bon appétit pour ceux d'entre vous à table. Je serai encore chez vous demain, lundi, dès 13h.